Bonjour à tous, merci pour cette petite présentation. Je vais vous parler en effet de l'égalité successorale et je me permettrai de précéder mon propos par une courte citation d'un auteur du début du XXe siècle qui a inspiré cette réflexion. Il s'agit de Paul Lefebvre qui dit dans Le droit commun des successions d'après les coutumes rédigées et la jurisprudence du Parlement de Paris: mais n'y a-t-il pas quelque chose de déconcertant dans cette constatation que sur une question aussi importante, l'égalité successorale, l'ancien régime des successions, qui passe avec raison pour avoir été le règne des inégalités, est consacré un principe d'égalité beaucoup plus rigoureux que notre droit actuel. Lorsque Paul Lefebvre écrit ceci en 1911, c'est-à-dire que l'ancien droit des successions a consacré un principe d'égalité plus sévère que celui du Code Napoléon, il vient à la fois souligner une tension apparente de l'ancien droit, c'est-à-dire qu'il est inégal puisque différent selon les lieux, mais pire, différent selon la qualité des personnes, mais il vient aussi mettre en avant une idée a priori peu discutée, c'est-à-dire que l'égalité successorale du Code civil, qui est elle-même héritée des principes révolutionnaires, serait plus sévère que celle de l'Ancien Régime. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il me faut d'abord préciser que je parlerai essentiellement de l'ancien droit des provinces de l'ouest de la France, et plus particulièrement de celui de la coutume de Bretagne, puisque dans un droit aussi composite, le champ d'étude est primordial. Mais d'abord, qu'est-ce que l'égalité successorale ? Traditionnellement, il s'agit d'un principe qui suit la dichotomie de la dévolution successorale, c'est-à-dire qu'elle implique d'une part qu'au sein d'une même catégorie d'héritiers appelés par la loi à recueillir la succession d'un défunt, chacun d'entre eux lui succède à part égale, sans qu'il existe de distinction, par exemple, de droit d'aînesse ou de privilège de masculinité. Elle implique d'autre part qu'entre ces héritiers, les libéralités ne permettent pas aux décujus de gratifier l'un d'entre eux et de rompre l'égalité légale. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une libéralité qui est faite par exemple à une personne tierce à la famille, l'égalité ne sera pas rompue entre les héritiers, ils vont tous être affectés par cette libéralité. Alors qu'à l'inverse, lorsque le décujus décide d'avantager l'un de ses héritiers présomptifs, il y a une partie qui va être retirée à l'ensemble de la succession pour être donnée à un seul d'entre eux. Le partage égal est donc bouleversé. À l'aune de la Révolution française, Ferrière définit exclusivement l'égalité, et pas seulement l'égalité successorale ou l'égalité entre héritiers, mais l'égalité tout court, comme l'interdiction faite aux pères et mères d'avantager un de leurs enfants dans leur succession. C'est montrer déjà que l'égalité successorale n'était pas étrangère à l'ancien droit, ni même à ses juristes. Elle ne va pas non plus l'être aux grandes lois révolutionnaires, et d'aucuns considèrent d'ailleurs, à ce propos, que la Révolution est le point de départ de l'égalité successorale en France, ou rappelle encore que le grand vent d'égalité que la Révolution a levé, en matière successorale ou autrement, n'est jamais retombé. Il s'agira ici de voir en quoi l'ancien droit des successions a donc pu être plus égalitaire que le régime instauré après 1789, et c'est l'analyse des dispositifs de protection de l'égalité successorale de l'ouest de la France notamment, qui le montre, en particulier en comparaison à celui de la Révolution et puis ensuite du Code civil. Alors à l'instar d'une grande partie du droit privé sous l'Ancien Régime, le droit successoral souffre de très nombreuses disparités, et à la classique scission entre les pays de coutume et les pays de droit écrit viennent ici s'ajouter des divergences au sein même des coutumes, qui peuvent parfois aller jusqu'à l'opposition radicale. C'est pour ça que je me permets de maintenir mon propos dans celui des coutumes de l'ouest de la France. Et les travaux qui ont été menés au XXe siècle sur les coutumes ont pu distinguer les coutumes en fonction de du caractère plus ou moins égalitaire des successions. À ce titre, Jean Hivert a pu distinguer les coutumes d'égalité stricte, les coutumes d'égalité simple et les coutumes préciputaires. L'exposé risque ici d'être un peu technique, je vous prie de m'excuser de ce caractère technique, mais c'est celui-ci précisément qui montre à quel point l'égalité était acquise à certains endroits avant 1789, parfois avec plus de rigueur qu'elle ne le sera après cette date. De manière générale, et contrairement aux successions des pays de droits écrits, les successions des pays de coutume sont réglées non par testament, mais selon les règles de dévolution coutumière. En d'autres termes, le décujus ne désigne pas ses héritiers, la coutume organise l'ordre des successions. L'adage dit ainsi qu'institution d'héritier n'a lieu. Or, dans les successions roturières, les enfants légitimes du décujus sont appelés à succéder à part égale à la succession des auteurs de leur jour. La coutume de Bretagne, sur laquelle je m'appuierai ici, le prévoit par exemple dans son article 587, et il importe peu que les héritiers soient filles, garçons, aînés ou puînés, voire même nés de lits différents.
À partir du moment où ils sont légitimes, ils sont héritiers égaux de leur père et mère. Tout juste l'aîné peut-il éventuellement avoir la maison principale dépendant de la succession, mais à la condition de respecter toujours l'égalité en valeur. Si la valeur de la maison principale excède sa part, il doit récompense de l'excédent à ses cohéritiers et sur les biens de la succession. Il ne peut même pas compenser par une soulte sur ses biens propres. Si les biens de la succession ne suffisent pas à le compenser, il ne peut exercer son droit d'attribution. Sur ce point, la coutume de Bretagne n'est pas très différente des autres coutumes, bien qu'il existe quelques subtilités, et je n'entrerai pas ici dans les détails. Elle est cependant bien plus stricte que d'autres, et c'est ce qui va m'intéresser surtout, sur les inégalités qui pourraient résulter de la volonté du décujus. Plus concrètement, on présente souvent la question en disant que lorsque le décujus gratifie l'un de ses héritiers présomptifs d'une libéralité, il peut le faire de deux manières, soit hors part successorale, dans ce cas, l'héritier pourra cumuler sa part de succession et la libéralité qui lui aura été consentie, ou en avancement de part. Dans ce cas, il devra rapporter à la masse successorale la libéralité qui lui a été consentie et prendre uniquement sa part de succession. Justement, la coutume de Bretagne, qui est une coutume d'égalité stricte, prévoit que l'héritier ne pourra pas cumuler la part successorale et la part donnée ou léguée. C'est-à-dire que dans la coutume de Bretagne, il ne peut exister de donation, ou éventuellement même dans un testament, d'avantages qui auraient été consentis hors part successorale et qui viendraient s'y cumuler. L'héritier présomptif, qui aurait donc reçu une part du patrimoine successoral en avancement de voirie, est donc obligé de rapporter à la succession. L'égalité est toujours maintenue. Alors la coutume de Bretagne, comme le reste des coutumes de l'Ouest, ou à peu près, s'oppose ainsi aux coutumes d'égalité simple et à plus forte raison aux coutumes préciputaires. Encore une fois, je n'entrerai pas dans les détails, je vais juste les présenter vaguement pour montrer les différences qui existent entre elles. Dans les coutumes d'égalité simple, il existe bien une interdiction de cumuler la part successorale et une libéralité qui aurait été faite en plus. Mais la différence, c'est que cette interdiction, elle peut être contournée parce que l'héritier peut conserver la libéralité qu'il a reçue, même si elle a été supérieure à sa part successorale, et renoncer à sa part successorale. Dans ce cas, à titre de légataire, il pourra avoir une part supérieure à ceux qui auraient été ses cohéritiers. Dans les coutumes préciputaires, c'est différent, c'est-à-dire que l'origine est la même, les héritiers viennent à la succession à part égale, mais les pères et mères peuvent gratifier l'un de leurs cohéritiers présomptifs d'une libéralité hors part successorale, et dans ce cas, il peut tout à fait cumuler ces deux parts. Donc par contournement de l'interdiction ou par possibilité offerte par certaines coutumes, l'égalité successorale peut, dans certains lieux, être rompue. Mais il n'empêche que, dans la coutume de Bretagne, par exemple, cette solution n'est pas retenue, elle est même prohibée. Et les commentateurs de cette coutume, d'ailleurs, s'attachent à répéter que l'égalité doit toujours être maintenue et qu'elle constitue le droit commun. Il existe néanmoins une exception à cette égalité radicale, au sein même des coutumes d'égalité stricte, et cette exception, elle concentre un petit peu toutes les inégalités qu'on peut imputer aux coutumes de l'Ouest, et elle va pourtant rester dans la postérité comme l'exemple même des successions inégales antérieures à la Révolution. Il s'agit des successions nobles qui sont plus ou moins inégalitaires à des degrés divers selon les coutumes, et si l'on reprend par exemple ici la coutume de Bretagne, la succession est partagée inégalement entre les enfants légitimes. L'aîné a droit à avant tout partage au château ou principal manoir, et il peut bénéficier en outre des 2/3 des biens meubles et immeubles nobles, dépendant de la succession, tandis que les cadets devront se partager le tiers restant. A contrario, ça signifie que si la succession est composée de terres roturières, ces terres seront partagées à parts égales, y compris avec l'aîné. Et cela s'explique par le fait que, originellement, la terre noble est l'assise de la puissance féodale, a fortiori lorsque la famille en porte le nom, et elle ne peut être démembrée ou pire sortir de la famille à l'occasion d'une succession qui serait impossible à partager. Elle est donc transmise pour essentiel à l'aîné. Le privilège de naissance peut donc être doublé d'un autre privilège, celui de masculinité cette fois, c'est-à-dire que l'héritier mâle prime toujours ses sœurs dans la succession et conserve la qualité d'aîné, même si factuellement elles l'ont précédé en ordre de naissance. Donc pour résumer ce que je viens de dire,
À la veille de la Révolution française, l'égalité successorale est un principe coutumier qui tolère plus ou moins d'exceptions selon les lieux, voire seulement quelques exceptions limitativement énumérées, c'est le cas par exemple de la coutume de Bretagne. Et ces commentateurs véritablement rappellent que l'égalité constitue le droit commun, que les exceptions doivent être absolument interprétées restrictivement par les cours supérieurs dans le cas où leur application poserait des difficultés, mais surtout ils rappellent à quel point les libéralités n'ont rien de juste, ne peuvent être un outil de modération d'une égalité successorale qui serait trop rigide, trop insensible à l'équité. Il s'agit seulement, lorsqu'il y a une libéralité, du fruit d'un principe de haine, d'une passion déréglée, d'une erreur de jugement, ou encore d'un mouvement d'esprit immodéré. Je cite ici Poulain Duparc dans ses commentaires de la coutume de Bretagne. On est donc assez loin finalement de l'image courante d'un droit successoral entièrement dominé par le droit d'aînesse ou par le privilège de masculinité. S'il existe, il ne concerne pas la majorité des successions, en tout cas pas des successions bretonnes. Pourtant, la postérité va hériter de cette idée reçue, et ça va être le fait des débats qui vont animer la Révolution française, qui vont l'ancrer comme le point de départ de l'égalité successorale, par opposition à l'Ancien Régime. Alors, en effet, dès 1790, les aspects qui relevaient des privilèges d'Ancien Régime du droit successoral ne peuvent demeurer, ils ne peuvent subsister juridiquement dans l'ordre juridique. Et je ne rentrerai pas dans les détails de ces premiers décrets parce qu'ils sont assez nombreux, mais à partir du 15 mars 1790, les décrets s'enchaînent pour tenter de régler les conséquences successorales de l'abolition des privilèges. Je m'intéresserai ici plutôt directement à la loi du 17 niveaux en 2, qui est la plus symbolique de l'idéologie révolutionnaire en matière successorale. En réalité, la loi du 17 niveaux en 2 exprime une idée formulée dès 1790, c'est-à-dire que le droit successoral serait consubstantiellement lié à la réussite de la Révolution. Il ne peut pas exister d'héritiers inégaux, pas plus qu'il ne peut exister de citoyens inégaux. Dès lors, les règles du partage noble, ou même du partage roturier qui laisserait des aînés hérités plus que leurs cadets, ne peuvent demeurer puisqu'elles sont considérées comme l'origine de l'inégalité économique et sociale et doivent être remplacées par un principe général et national d'égalité successorale. Concrètement, la loi du 17 niveaux en 2 prévoit que les enfants légitimes et naturels viendront tous à la succession de leur père et mère à part égale, sans qu'il soit possible d'y déroger par libéralité. L'affirmation est stricte, et aucune libéralité, même infime, n'est admise, sauf les cas classiques de présent d'usage ou de frais d'entretien. Sa sévérité va donc être dénoncée parce que c'est une loi en plus qui est rétroactive et qui va forcer les héritiers à rouvrir des successions qui ont déjà été partagées. Et dès lors va s'ancrer cette idée que la Révolution a été plus égalitaire plutôt, que tout le reste des dispositions successorales qui auraient pu exister ou qui existeraient après. Il n'en demeure pas moins que les règles concrètes de la dévolution successorale et surtout de la protection de l'égalité entre héritiers, puisque les libéralités ne sont pas permises, ou du moins pas pour déroger à l'égalité successorale, sont pratiquement les mêmes que dans le droit commun des successions coutumières, et notamment dans le droit commun de la coutume de Bretagne. Il n'y a donc pas pour les populations qui étaient déjà concernées de changement, mais une véritable continuité. L'égalité successorale leur était acquise, elle est réaffirmée. Seuls les héritiers nobles voient leurs règles successorales bouleversées, mais pour certains, ils connaissaient déjà les règles du partage égalitaire, non seulement sur les biens roturiers qu'ils pouvaient avoir, mais aussi parce qu'il a été démontré qu'ils commençaient déjà à appliquer ces règles égalitaires. Les héritiers naturels voient également leur sort amélioré, bien sûr, mais le principe, lui, reste exactement le même que celui qui existait dans ces coutumes égalitaires. Pire, il a déjà été prouvé, et je renvoie ici aux travaux de Xavier Martin qui ont été faits sur la question, qu'il existait une continuité technique entre certaines coutumes égalitaires, et surtout celles d'Anjou et du Maine qui sont assez similaires à celles de Bretagne, et la loi du 17 niveaux en 2. Et il était déjà conseillé de se référer à ces coutumes pour interpréter la loi du 17 niveaux en 2. Donc la continuité est complète. Mais plus que l'éventuelle continuité qui a pu exister entre les coutumes d'égalité stricte et le droit révolutionnaire, ce qui vient tordre l'idée reçue d'un droit ancien moins juste ou moins égal que le Code civil, c'est la modération de ces règles dès 1800, puis par le Code civil,
C'est-à-dire que l'on dit souvent du Code civil qu'il a consacré l'adage selon lequel l'égalité est l'âme des partages. Et à bien regarder les règles du partage légal du Code civil, l'affirmation se confirme, puisque le Code civil prévoit l'égalité successorale, telle que je viens de la décrire, et mieux, privilégie l'égalité en nature à l'égalité en valeur, c'est-à-dire que les lots devraient être composés à peu près des mêmes éléments. Si l'on rajoute ces considérations au fait que le Code civil favorise les successions ab intestat, on voit assez mal comment on pourrait y trouver une inégalité successorale. Néanmoins, et c'est la subtilité, le Code civil ne protège pas l'égalité successorale avec autant de vigueur, avec autant de rigueur que le faisait d'une part la loi du 17 Nivose ou même les anciennes coutumes égalitaires. Le décujus peut ainsi gratifier l'un de ses héritiers présomptifs d'une libéralité et le dispenser de rapporter à la masse successorale cette libéralité. La solution, ici, est celle des coutumes préciputaires et non celle des coutumes d'égalité stricte. L'héritier présomptif peut cumuler sa part successorale et un avantage consenti hors part. Dans ce cas, la seule limite sera la limite de la réserve héréditaire. Mais la réserve héréditaire n'a pas véritablement vocation à maintenir l'égalité entre héritiers. Elle a seulement vocation à protéger l'ensemble des héritiers d'une exonération au profit d'un légataire ou d'un donataire, qu'il soit tiers à la famille ou qu'il fasse partie de la famille et qu'il soit même un héritier. Déjà en 1800, le législateur avait modéré la loi du 17 Nivose en deux en permettant au décujus de disposer librement d'une quotité disponible. Mais le Code civil vient accroître cette quotité disponible selon un système assez variable en fonction du nombre d'héritiers. L'usage de la quotité disponible, selon les mots des rédacteurs du Code civil, constitue un outil donné au père de famille pour récompenser l'enfant qui aurait prêté ses soins à la famille. Et donc, selon les rédacteurs du Code civil, l'inégalité permise par le Code civil n'en est presque pas une, puisqu'elle est limitée par la réserve héréditaire et elle est soumise à la très vertueuse autorité du père de famille. Il ne s'agit donc pas d'un retour aux odieuses distinctions de l'Ancien Régime, donc pas d'une inégalité. Cependant, pour l'essentiel des héritiers des anciennes provinces d'égalité stricte, la faculté d'inégalité successorale naît concrètement à partir de 1800, mais surtout à la faveur du Code civil. Il n'y a d'ailleurs bien que la Cour d'appel de Rennes pour s'opposer à cette faculté en rappelant qu'elle introduit dans les familles les germes de haine éternelle entre l'enfant avantagé et ceux qui ont été dépouillés pour l'enrichir. Considérée comme une injustice par les juristes bretons, la faculté d'avantager apparaît par ailleurs dans la pratique à partir de cette date, c'est-à-dire que bien qu'elle y semble minoritaire, l'inégalité foncièrement naît chez les anciens roturiers à partir de cette date. Le principe d'égalité successorale, donc, est acquis légalement à toute la France à partir de la Révolution, mais son application va être bien moins rigoureusement protégée au fil du temps, de telle sorte que dans les ères où l'égalité successorale stricte existait déjà, la faculté d'avantager, la faculté de faire une inégalité successorale, est née à partir de cette date, contredisant par là même la généralisation d'une égalité successorale acquise par la Révolution française. Je vous remercie.